La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Daniel Leboeuf est le nouveau maire de Percé. Le budget, le nouveau rôle d'évaluation, le rapport de la CMQ, l'embauche de personnel qui ont démissionné ou qui sont partis. Oui, genre... Une année bien remplie. Ah, mon Dieu, oui. Une grande réussite pour le premier salon des aînés. On a fait tout ce qu'on voulait faire. On avait nos pavillons, on bouse, on mange, les grands salons Mada, bien traitance. Tout a fonctionné. On a été obligé de refuser du monde dans des activités, on bouge même. Mémoire vivante 2024, valorisation du patrimoine en Rocher-Percé. Et on s'est dit, on va continuer à perpétuer la mémoire des belles choses du patrimoine. Et on a décidé de remettre 3 000 $ par année, juste pour toujours valoriser la sauvegarde du patrimoine. Mine à ciel ouvert, menace sur la baie des Chaleurs, le cri d'alarme de non-merci, Pozzolan-Dalhousie. Et toute cette section-là, à cause des usines qu'il y avait dans le passé, là, on se souvient bien que juste ici, il y avait 2 grosses cheminées avant. OK? Ben, toute cette section-là est contaminée au plomb, au mercure et à l'arsenic. Donc, si on drague, si on creuse le fond, on va remettre tout ça en circulation. Le Québec est KO, une campagne pour dénoncer la crise sociale actuelle. Il faut qu'on sorte de là-dedans, puis vite. Puis moi, j'aimerais mieux dire que ça continue d'augmenter plutôt qu'on est dans une crise sociale. Mais j'aimerais encore mieux dire qu'on a été KO puis on s'est relevé collectivement. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le projet de mine à ciel ouvert d'Eco-Rock Dalhousie suscite de vives inquiétudes dans la baie des Chaleurs. Pollution, bruit, poussière cancérigène. Quels seront les impacts sur la santé et l'économie locale? La compagnie Eco-Rock Dalhousie organise une séance d'information le 29 octobre à Carleton et le groupe citoyen Non Merci Pozzolan-Dalhousie invite la population à se mobiliser, à venir manifester et à s'informer sur les risques associés à ce projet. On en parle avec Léo Ouellette pour en savoir plus. Le pozzolan, c'est un matériau qui est utilisé dans le ciment. Et c'est un des arguments principaux que la compagnie utilise. Nous, on a tout démontre que ça rentre dans ce qu'on peut appeler de l'éco-blanchiment. Mais dans le fond, l'argument principal de la compagnie, c'est que d'utiliser le pozzolan dans le ciment actuel, ça serait une alternative qui réduirait les GES, les gaz à effet de serre. Donc, dans la fabrication actuelle du ciment, c'est extrêmement polluant. Si on utilisait du pozzolan, ça réduirait un peu la quantité de GES émise. Mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ce calcul-là ne prend absolument pas en considération tous les autres éléments dangereux sur notre environnement puis la pollution. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie ça un petit peu on qualifie ça d'éco-blanchiment, puis on ne fait pas juste le dire pour être alarmiste. Et on a des données puis des études qui montrent que c'est des choses, des techniques qui sont utilisées par les industries. Donc, nous, on est un groupe citoyens qui se positionnent un peu comme des citoyens gaspésiens québécois en appui au groupe citoyen qui a initié le mouvement à Dalhousie. Donc, il y avait initialement un groupe à Dalhousie qui a commencé à partager de l'information. Principalement, c'était tout en anglais. Donc, on est quelques-uns des Gaspésiens qui ont vu cette information-là passer puis qui a commencé à être alarmé, puis qu'on s'est dit aussi que probablement que les gens de la Gaspésie qui parlent, en tout cas, l'information était toute en anglais, donc probablement que si on diffusait l'information en français un petit peu plus, que les gens d'ici seraient intéressés de le savoir puis de se mobiliser. Donc, nous, on est parti d'une initiative des Gaspésiens, surtout des gens des secteurs plus proches comme Miguacha. Comme vous allez voir qu'à Miguacha, en fait, on est à 2 quelques kilomètres de Dalhousie. Donc,
quand on regarde la mer, quand on regarde les couchers de soleil, c'est Dalhousie qu'on regarde. Quand il y a des grosses infrastructures, des usines comme ça, on les voirait très bien, même qu'on voit très bien le mont Dalhousie qui veut le gruger. Donc, nous, c'est ça, comme groupe citoyen, on agit en appui au mouvement de Dalhousie, puis on est en communication avec eux aussi, c'est sûr, pour établir les grands dangers, mais les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes. Tu sais, à Dalhousie, ils ont des impacts locaux, le fait d'avoir une mine à 200 mètres d'une école, des propriétés qui vont vivre avec la vibration, etc. Donc, leurs enjeux ne sont pas toujours les mêmes que nous. Nous, qu'est-ce qui nous inquiète beaucoup ici? On a ciblé plusieurs dangers, mais bon, notamment le dragage du port. OK? Donc, dans le projet de la mine, le projet inclut un développement du port pour pouvoir transporter le pouzzolane. Donc, dans le projet du rapport préliminaire, c'est écrit clairement qu'il va avoir besoin d'un plus gros port de développement et probablement de faire du dragage. Donc, le dragage, c'est creusé tout le long de la baie. On parle de dragage jusqu'à 15 mètres. Puis, non seulement draguer la baie, ça va détruire le fond marin puis nuire déjà aux espèces animales, végétales qui sont là, qu'on essaye d'encourager. En plus de ça, c'est que Dalhousie est une des plages les plus polluées d'Amérique du Nord en termes d'arsenic, de plomb et de mercure. Donc, les métaux lourds, très nocifs à cause des industries passées de Dalhousie, qui a un passé très industriel. Il y a 3 usines majeures qui sont aujourd'hui fermées, mais qui ont causé cette pollution-là. Donc, vu que c'est des métaux lourds, ça fait quelques années, ils commencent à être moins nocifs. On voit les taux de cancer à Dalhousie qui ont toujours été astronomiques, premièrement. Ben là, depuis quelques années, ça commence à descendre, puis à avoir des données plus encourageantes sur sur la santé des... Juste en face, là, c'est Dalhousie. Donc, on s'entend que c'est très proche, là. Mm. Je sais pas si j'arrive à zoomer un petit peu. Ici, Ouais, on voit voit le bien, port. ouais. Ouais, on voit très bien, ouais. OK? Donc, ça, on s'attend à ce que ces infrastructures-là grossissent beaucoup, là. Il va y avoir du broyage sur le port. Donc, les poussières, ça s'en vient directement ici. Et toute cette section-là, à cause des usines qu'il y avait dans le passé, là, on se souvient bien que juste ici, il y avait 2 grosses cheminées avant. OK? Ben, toute cette section-là est contaminée au plomb, au mercure et à l'arsenic. Donc, si on drague, si on creuse le fond, on va remettre tout ça en circulation. Et là, on parle aussi dans le processus de concassage et de broyage, il y a du silice, une poussière fortement cancérigène. Les études nous montrent que le silice peut voyager jusqu'à 60 km. Ici, OK, on est à 3 km. Carleton, c'est peut-être un petit peu plus loin, on va dire 10 ou 15. Mais 60 km, ça touche une grande partie de la baie des Chaleurs, en plus que les vents dominants les poussent directement vers la baie des Chaleurs. Donc, les émanations, les poussières cancérigènes, le dynamitage, on parle de bruit. Le dynamitage, non seulement ça va nuire aux citoyens. Hein. D'ici de mon terrain, de où je vous parle, on entend très bien les sirènes, les bruits, n'importe quelle voiture, des fois, quand le vent est du bon côté, on entend le trafic de l'autre côté. Donc, s'il y a du dynamitage, c'est sûr qu'on va l'entendre. Mais le dynamitage nuit aussi aux mammifères marins et aux saumons. Donc, ici, on est sur la Restigouche, une des plus grosses rivières à saumon, une des plus grosses industries touristiques de la Gaspésie. Est-ce qu'on veut vraiment avoir du dynamitage puis couper la route du saumon qui a déjà beaucoup de misère à survivre? Puis je sais que vous soulignez aussi un manque de transparence de la part des promoteurs. Je lisais sûrement sur votre page Facebook justement là les Micmacs qui disaient qu'ils n'étaient pas comme prévenus de ce projet-là. Ou ça en est où cette situation-là? Ben là, on pourrait ouvrir les deux portes que vous venez de dire. Dans le fond, les Micmacs n'ont pas été consultés comme nation. Donc, les promoteurs ont abordé le chef du conseil de bande de Hill River Bar. Donc, il y a une communauté qui avait été, on va dire, initiée, où il avait commencé à leur parler du projet sans leur donner trop de détails.
Mais la nation Mi'kmaq n'a jamais été consultée. La communauté de Gueskapégag, par exemple, qui est juste en face de l'autre côté, eux autres, ils n'ont jamais été mis dans le coup, alors qu'ils vont avoir des gros impacts aussi. La communauté Mi'kmaq de Listigouge a été aucunement consultée. Eux autres, ils ont une industrie des pêches qui sont énormes, qui est très prolifique, qui est très saine, qui est bon pour tout le monde. Un projet comme ça pourrait mettre en danger la pêche au homard, puis c'est ça, le secteur des activités de Listigouge. Donc, ces communautés-là ont pas été contactées. La seule qui a été contactée, c'était Eel River Bar, puis c'est pas toute la population qui a été contactée. Il y en a beaucoup qui ont manifesté qu'ils étaient contre. Donc là, on en est là avec le manque de consultation, puis le manque de transparence. Ben là, ça, c'est autre chose. Mais ça fait 2 ans que le projet circule à huis clos et que personne ne voit la nécessité ou le besoin de consulter les Gaspésiens. Quand on a commencé à se mobiliser, il y a eu une réaction de la compagnie qui a écrit une lettre aux citoyens de Dalhousie, puis on l'a mis en ligne, cette lettre-là est disponible facilement, là. Mais en bref, la compagnie reconnaît qu'ils ont manqué de communication, qu'ils auraient dû prévenir les citoyens plus tôt et s'en excuse. Donc, on voit que justement, ajoutons ça à des techniques comme on appelle d'éco-blanchiment, d'essayer de passer ça pour une entreprise verte. Ils ont changé leur nom qui était originalement Pudulan Dalhousie. Maintenant, ça s'appelle EcoRock. Là, on essaie de faire accepter le projet. Il y a une autre page que je pourrais ouvrir aussi qui sont les liens étroits qu'il y a à faire avec la cimenterie de Port-Daniel. Et ça aussi, c'est pas dit clairement. Et quand on les questionne, ils évitent le sujet. Mais dans nos recherches, on a établi une corrélation, puis on a établi une affiliation même. C'est les mêmes promoteurs qui ont développé la cimenterie de Port-Daniel. Et puis là, encore là, on manque de transparence parce qu'on nous dit qu'il n'y a aucun lien. Dans le fond, on prévoit une mine de pouzzolane qui va produire 3 millions de tonnes de pouzzolane par année ou quelque chose comme ça. Donc, tout projet qui est 3 millions de tonnes et moins est exempté d'une étude d'impact environnemental. Et là, on arrive à éviter l'étude d'impact environnemental formelle en jouant là-dessus, en disant « Ah non, on met la limite à 3000, puis ensuite, va pouvoir demander des augmentations ou des agrandissements. » Donc, nous, notre groupe citoyen, de nos plus grandes revendications, c'est justement que face à tous ces impacts-là qu'on a vraiment raison de craindre après avoir lu le rapport préliminaire, OK? Pollution visuelle, pollution de l'air, dynamitage, donc la pollution additive, la destruction des fonds marins, contamination de l'eau. Donc, toutes ces craintes-là qu'on a, on les a pas inventées. C'est des choses qui sont dites noir sur blanc dans le rapport préliminaire. Donc, on a raison de s'inquiéter, puis on a raison d'exiger une étude d'impact environnemental avant qu'un projet comme ça s'implante. Alors du coup, est-ce que vous allez avoir une rencontre ou quelque chose? Parce que je voyais justement sur Internet, là tu parlais du 29, parce que le 29, c'est une rencontre que les promoteurs font pour consulter la population, c'est ça? Oui, c'est sûr que ça fait partie de leur processus légal. Eux, pour avoir le droit de s'implanter, ils sont obligés d'avoir ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale. Et là, depuis qu'on s'est mobilisé puis qu'on a protesté, ben, ils ont accepté de faire une rencontre du côté de la Gaspésie pour, comme ils disent, écouter nos inquiétudes ou comme ils diraient même mitiger nos inquiétudes. La compagnie n'a pas vraiment l'intention de changer ou de modifier son projet. Elle a l'intention de venir nous convaincre que ça ne sera pas si pire que ça. C'est la seule rencontre qu'ils font en Gaspésie et nous, on essaie de mobiliser le plus de gens possible pour venir s'informer, mais aussi manifester leur désaccord ou leur inquiétude. Donc, la rencontre, c'est le 29 octobre au Centre des congrès de l'hôtellerie Baie-Bleue à Carleton-sur-Mer. Donc, c'est une date à retenir à votre agenda. Soyez-y. La rencontre est à 18 h et on invite les gens à venir dès 17 h pour se rassembler et manifester ses inquiétudes. Donc oui, c'est la seule rencontre en Gaspésie.
Je comprends que là, il y a quelque chose de crucial qui se passe dans votre secteur, puis que c'est bien que les gens puissent en être informés. Si les gens veulent plus d'informations, justement, parce qu'ils entendent peut-être parler de ça pour la première fois, pour ceux qui nous écoutent dans le secteur de Gaspé ou de Percé, est-ce que je sais que vous avez une page Facebook où vous tenez informer les gens peuvent justement vous consulter par ce moyen-là? Oui, exactement. Donc, on vous invite à suivre la page Facebook. On a aussi une page Instagram, non merci, Pozzolan d'Alhousie, ou en anglais, no thanks, Pozzolan d'Alhousie. Donc, oui, vous pouvez nous suivre et rester informés. Aussi, vous abonner à notre liste de diffusion. Donc, on vous encourage à venir le 29 octobre dès 17h. Et la rencontre formelle va être à 18h au centre des congrès de l'hôtellerie Baie Bleue à Carleton. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Daniel Leboeuf est désormais le nouveau maire de Percé, élu par une large majorité. L'ex-pharmacien a obtenu 49% des voix avec 541 votes, devançant son plus proche rival Olivier Lafontaine, qui a récolté 374 votes, suivi par Linton Couture avec 93 votes et Alexandre Vibert-Darèche, 84 votes. Le taux de participation a été de 39%. En entrevue au sortir des résultats dévoilés à l'Hôtel de Ville, il a d'emblée tenu à remercier les citoyens et son équipe. Il a expliqué sa victoire par son implication dans la collectivité et traité des défis qui l'attendent. Voici l'entretien en question. Alors, félicitations d'abord. Ah, merci. Je veux surtout remercier les citoyens et citoyennes de Percé qui m'ont accordé ce mandat-là. Puis je tiens à remercier aussi mon équipe électorale. J'ai peut-être 6, 7, 8 personnes qui m'ont soutenu là-dedans. Et aussi, surtout, merci à tout le monde qui m'ont donné un merveilleux accueil pendant ma campagne. J'ai parlé à des centaines de personnes d'un bout à l'autre de la ville, puis ça m'a permis d'échanger avec eux autres, leurs idées, leurs préoccupations, leurs aspirations. Puis ça, ça compte plus pour moi. Puis j'ai aussi rencontré des vieilles connaissances, des nouveaux arrivants, et j'ai rencontré 3 hommes qui se sont donné la peine de mettre de l'avant leurs idées dans ce processus démocratique-là. C'est le même qu'on avance en démocratie. On échange sur les idées. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais là, le monde a choisi moi comme prochain maire de Percé, quand tu vas être proclamé lundi prochain. Qu'est-ce qui fait que les gens ont voté pour vous? Vous ont choisi comme maire? J'ose croire que c'est à cause de mon expérience en action communautaire. J'ai de l'expérience comme conseiller municipal, puis au niveau de divers organismes. Là, j'ai appris à travailler en comité, faire des consensus, faire avancer les choses. Plus que mon côté businessman. C'est plus ça que je crois. Percé demeure un défi quand même. Oh, mais C'est-à-dire que rétablir, comme on le dit en campagne électorale, un lien de confiance entre la mairie et les employés, n'est-ce pas? Entre la mairie et les employés, je suis pas mal sûr qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour moi, d'abord. Puis là, on va voir aussi les négociations syndicales vont s'amorcer au début 2025. On va essayer de trouver un climat d'entente qui va ramener l'harmonie. À part ça, là, je vais avoir tellement de choses à faire dans la prochaine année.
le budget, le nouveau rôle d'évaluation, le rapport de la CMQ, l'embauche de personnel qui ont démissionné ou qui sont partis. Oui, Une année bien remplie. Ah, mon Dieu, oui. Mais quelles sont vos deux priorités, là? Parce qu'un an, ça va passer vite avant la générale. Les priorités vont nous être imposées par la force des choses. Le nouveau rôle d'évaluation vient d'être déposé il y a une couple de semaines. Il va falloir l'étudier, faire un budget en conséquence et entamer les négociations syndicales. En plus du rapport de la Commission municipale du Québec, la CMQ, qui va être déposé là, au début du mois de novembre, à ce qu'on m'a dit. Fait que c'est 3 gros dossiers. On n'aura pas le choix. Est-ce que vous êtes surpris par l'écart favorable en votre faveur? Est-ce qu'on auriez-vous pensé que ça aurait été plus serré, cette élection-là? Je le croyais, là, mais je suis content de voir que après 25 ans ici, j'ai des contacts, j'ai fait des liens avec le monde de Val d'Espoir jusqu'à Barachois. J'en connais du monde, au niveau professionnel, au niveau communautaire. Fait que je pense que c'est ça que ça reflète. Vous êtes prêt à tout à Percé? Parce que Percé n'a jamais été tendre avec ses maires. Vous êtes prêt à vivre cette chaleur-là? Moi, je suis un être tendre en partant. Ça fait que j'espère qu'ils vont me le rendre. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. Le tout premier salon des aînés du Rocher-Percé s'est déroulé le 17 octobre dernier à la base plein air de Bellefeuille. Les aînés ont pu rencontrer plusieurs organismes de la région, assister à des conférences et participer à des activités. Nous avons rencontré le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Samuel Parisé, ainsi que la coordonnatrice du salon des aînés, Odette Charbonneau. Quelques participantes nous ont également donné leur impression. C'est la journée du salon des aînés. Comment ça se présente? Tout se passe bien? Tout se passe super bien. On a eu beaucoup de monde. On a fait tout ce qu'on voulait faire. On avait nos pavillons, on bouge, on mange. Les grands salons Mada, bien traitance. Tout a fonctionné. On a été obligé de refuser du monde dans des activités. On bouge même. Il y a eu beaucoup de personnes, donc il y a eu plusieurs organismes de notre milieu qui ont été présents aussi, plusieurs personnes qui étaient là dès le début à 10 heures. Donc, il y a eu un gros achalandage, tant au niveau des conférences que l'ensemble de tous les ateliers présents. Donc, je crois que le besoin était là. Donc, on a répondu à l'appel. Donc, les gens ont maintenant plus de connaissances sur les services offerts. Donc, nous, ce qu'on désire, c'est que les personnes aient accès à des services qui sont de qualité, qui les connaissent aussi, puis qu'ils vivent dans un milieu qui est sécuritaire. Donc, qu'ils aient accès à ces informations-là, ça va être un plus pour eux, puis un plus pour nous aussi. Vous dites avoir dû refuser du monde pour certaines activités. La réponse du public, elle est là. Vous êtes satisfait? Absolument. On est satisfait à 100 % de ce qui s'est passé aujourd'hui. Présentement, là, ils sont en train de faire de la sérigraphie dans le salon Mada, donc tout n'est pas terminé. À 4h, 4h15, on va danser, on va lever notre verre, puis on va faire la fermeture du salon de cette façon-là. On est très satisfait. Tout le monde a répondu à l'appel. On est heureux. Vous avez parlé que vous avez plusieurs endroits où est-ce que vous avez fait des activités différentes. Donc, vous en avez offert beaucoup. Oui, bien oui, on a offert plein d'activités. On a d'abord eu les représentants de tous les organismes à la table de bientraitance. Ça, c'était plus une visite autonome, si vous voulez.
Après ça, on avait dans On bouge, on avait des activités avec un horaire fixe qu'il fallait s'inscrire, yoga, zumba, marche prédiction, baseball push. Je dois en oublier, là. Mais une multitude de tout ce qui est service de loisirs, de sport dans notre MRC. Il y a aussi l'îlot On mange, donc c'est vraiment les petits plats givrés qui avaient une petite démonstration. Donc les gens qui étaient sur place peuvent venir voir, un peu goûter aussi, voir quel service qu'ils pourraient avoir avec ces organismes-là. Et il y avait aussi le grand salon MADA. Donc, chaque ville, chaque municipalité a son petit salon MADA. Donc là, on en a fait un format géant. Donc, les gens étaient là pour voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler comme activité. Donc, il y avait les cercles d'infirmières, il y avait les clubs d'âge d'or qui étaient là aussi. Il y avait des gens qui étaient là, qui pouvaient leur expliquer l'ensemble des services aussi au niveau municipal. Donc, c'était vraiment comme un tout inclus, je vais le dire comme ça, des services et des loisirs pour les personnes aînées. Même Samuel a été au Club Med, il a dansé la Zumba après-midi. Comment la MRC est impliquée dans le Salon des aînés? Donc, c'est un projet qui part de la politique MADA de notre MRC. Donc, on avait comme projet de faire un salon aîné en 2024-2025 pour pouvoir promouvoir l'ensemble de nos services qui sont offerts sur notre territoire. La ville de Chandler a répondu, qui était présent, qui était disponible pour pouvoir l'organiser. La MRC a participé en faisant une demande au programme Nouveaux Horizons pour pouvoir financer cette activité-là. Donc, il y a certaines ressources à la MRC, à la ville de Chandler aussi, qui ont tous travaillé ensemble avec les autres villes, avec les autres municipalités aussi, pour l'organisation de tout ça. Mais ça a été majoritairement chapeauté par la ville de Chandler. Avec le succès rencontré par votre salon des aînés, j'imagine qu'on va reconduire ça. Vous allez reconduire ça l'an prochain? Bien, on voudrait bien, oui, reconduire ça, c'est sûr. Maintenant, reste que ça prend le financement attaché à un tel salon. C'est pas gratuit, mais pour les organisateurs, c'est gratuit pour la communauté. Mais maintenant, l'année prochaine, on va regarder si les bailleurs de fonds sont toujours présents. Bien sûr qu'il y en aura un autre. Sinon, il y a peut-être d'autres moyens de financement que le programme Nouveaux Horizons. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Mais ça a été un succès. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, moi, je tiens à dire un gros félicitations à l'ensemble du comité organisateur, à Odette, qui a mené ça de main de maître. Donc, qui a fait de ce salon un grand succès aussi. Je tiens à dire un gros merci à la population qui a répondu, qui était présent à l'ensemble de toutes les activités. Donc, il y avait des listes d'attente parfois pour les activités On bouge. Donc, les gens étaient intéressés, se sont déplacés, sont venus visiter toutes les activités offertes. Donc, c'est un succès. J'en suis très fier. Et c'est certain que dans un avenir, nous, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse le reproduire. C'est à suivre de quelle façon et à quel endroit. Mais je crois que c'est une très, très belle première édition. Comment vous trouvez ça d'avoir accès à un salon des aînés comme celui-ci? Bien, moi, je suis nouvellement arrivée ici, puis je manquais d'informations. Puis aujourd'hui, ça a été une journée pour moi extraordinaire. J'ai eu toutes les informations que j'avais besoin et même plus. On a pu me répondre à toutes mes questions, puis m'aider dans les renseignements, où aller, où appeler, quoi faire, puis très satisfaite. Très belle réussite. J'ai trouvé que tout était vraiment bien organisé. C'était super. Avez-vous découvert certaines choses? Il y avait quand même plusieurs organismes pour vous. J'ai fait du bénévolat. Je me suis occupé d'un petit chat. En tout cas, pour le premier salon, c'est vraiment, vraiment super bien organisé. J'ai trouvé que Francis, là, il a fait du beau travail. Comment trouvez-vous l'initiative d'avoir fait un salon des aînés comme celui-là? Moi, je trouve que c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai été présidente pour MADA pendant quand même quelques années. Et je te dirais que ça a été vraiment une réussite aujourd'hui. Francis Dumont a fait quelque chose de vraiment, vraiment beau. Et je te dirais que le monde qui sont venus ici ont aimé ça. Moi, j'ai amené 2 personnes de
de l'Est, de Bridgeville et de Bougainville avec moi. Et je pense que Mme Rose, qui est une personne âgée, je pense qu'elle a vraiment, vraiment aimé sa journée. Fait que moi, je te dirais qu'on devrait en avoir plus souvent. On devrait l'avoir dans plusieurs villes aussi, des journées comme ça. Et de s'arranger pour emmener nos citoyens, nos personnes âgées à venir à des journées comme ça. Vraiment faire sortir nos personnes âgées de leur maison. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Nous sommes dans la 6e édition des prix Mémoire vivante et il est toujours possible de pouvoir s'inscrire à ces prix-là. Et pour nous en parler, Francis Dumont, coordonnateur au développement culturel à la MRC Rocher-Percé, est avec nous. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, toi? Yes. Donc, prix Mémoire vivante, peut-être un rappel de c'est quoi? Absolument. Les prix de mémoire vivante, c'est des bourses remises à des lauréats qui mettent en valeur des projets qui démontrent l'importance du patrimoine bâti et le patrimoine immatériel. C'est un projet qui est né en 2016. La MRC avait réalisé un magnifique livre avec l'historien Jean-Marie Thibault et la généalogue Hélène Réel, un livre qui s'appelait « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien », qui relatait la fermeture de nos villages ici sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Il y a eu un profit net de 21 000 suite à la vente de tous ces livres-là, 1000 exemplaires, et on en a fait un fonds culturel à la MRC, et on a décidé de perpétuer notre devoir de mémoire. Donc, on a mis en place des prix Mémoire vivante. Est-ce que dans le fond, d'avoir mis ça en place, ça venait de... C'était pourquoi? Parce que à travers le travail qui était fait par l'auteur, par l'historien, on s'est aperçu que les gens avaient un sentiment d'appartenance très, très fort à leur patrimoine. Les gens, je suis certain que tu as déjà rencontré des gens qui te parlent de Saint-Gabriel, de Pellegrin, du Rancis. Les gens voulaient qu'on perpétue ce qui s'était fait sur leur territoire. Il y a encore même des projets. Hein. Il y a des gens qui entretiennent les cimetières, qui entretiennent un petit parc ou quoi que ce soit. Et on s'est dit, bon, on va continuer à perpétuer la mémoire des belles choses du patrimoine. Et on a décidé de remettre 3 000 $ par année, juste pour toujours valoriser la sauvegarde du patrimoine. Tu as parlé, bon, le patrimoine bâti, ça va de soi, on sait ce que c'est. Patrimoine immatériel, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, la différence entre le bâti et le matériel, le bâti, on va être dans des bâtiments, bien sûr, on va être dans des objets, on va être dans la fabrication de bateaux, on va dans ça. Dans le immatériel, c'est nos parlures, nos accents, nos histoires, comment pêcher la transformation de la morue, comment fabriquer des objets, l'artisanat fait par les fermières, c'est du immatériel. Donc, tout le savoir-faire, la transmission de notre histoire. Donc, on a combien de catégories pour les prix Mémoire vivante? À chaque édition, et pour cette 6e, il n'y aura pas de différence, il y a la remise de 2 prix spécial du jury de 500 $ et un grand prix de 2 000 $. Donc, il y a 3 prix qui vont être remis. Donc, les catégories, c'est quoi? Il n'y a pas de catégorie. Ah, pas de catégorie. Okay. Il n'y a pas de catégorie. Le concours est ouvert. Un formulaire très, très simple, 2-3 pages, 5 questions. En plus, on met avec le formulaire la grille d'évaluation, donc les gens savent où mettre l'importance dans leurs réponses. On ne demande pas nécessairement du support visuel. Les seules conditions, on doit résider sur le territoire. Le projet doit avoir une vie de 3 ans et moins. Et également, on doit être une entreprise, un citoyen ou un organisme. Donc, le monde municipal et paramunicipal ne peut pas exclure, c'est les 3 conditions.
et tout projet est recevable. Donc, quelqu'un a restauré sa maison, a refait la galerie avec des photos d'époque, il a le droit. Quelqu'un a fait un livre souvenir, il a le droit. Quelqu'un met des photos ancestrales sur le Facebook, a le droit de déposer. Et dans les lauréats, on a bien vu, on a eu, oui, des gens des plus gros projets, mais on a eu toutes sortes de petits projets également. Et souvent, c'est des citoyens qui l'emportent. Bien, si je me rappelle bien, il y avait Thierry Haroun avec son groupe Gaspé Project. En tout cas, une chanson sur la Gaspésia, sur le savoir-faire, sur le monde de la coupe de bois forestière, la coupe forestière. C'est une chanson qui avait gagné un prix de 500 $. On a eu une citoyenne qui a une collection privée d'art populaire qui a gagné 2000 $. Une citoyenne qui a fait un répertoire de toute la musique de la Bolduc qui a gagné un grand prix. On a une entreprise comme ceux qui font du gin à Cap d'Espoir qui ont gagné le grand prix parce qu'ils ont fait la sauvegarde d'une église, ils ont transformé l'église. Fait que vraiment, on va dans tous les spectres. Les fermières ont déjà gagné parce qu'ils avaient fait un projet dans l'école élémentaire de Chandler. La Légion d'honneur à Chandler parce qu'ils ont fait un musée sur le monde militaire. Vraiment, on va dans toutes les catégories possibles. Tu avais décrit les organismes, les entreprises qui peuvent participer. Ça pour les entreprises, il faut qu'ils aient leur siège social? Oui. Ici? Oui. Un exemple d'entreprise, comme on a dit, on a parlé de la distillerie là, qui ont gagné, mais on pourrait voir comme, on lance l'invitation, même s'ils nous écoutent, on regardait comme Pit Caribou qui choisissent des noms d'individus ou des lieux qui mettent en valeur sur leurs étiquettes, sur le nom de leur bière. Bien, ça, c'est la sauvegarde du patrimoine. Ça, c'est le genre de catégorie qui peut le faire. Ou encore une entreprise qui rendrait hommage à la savoir-faire, comme le lièvre lemoignien pourrait déposer parce qu'ils utilisent encore la même méthode de transformation de la morue. Je pense... ceux qui veulent s'inscrire ont jusqu'à quand? Présentement, c'est débuté depuis le 10 septembre. Les gens ont jusqu'au 8 novembre, vendredi le 8 novembre. Les formulaires se retrouvent sur le site Internet de la MRC et également à toutes les halles d'entrée des hôtels de ville, puis également à la MRC. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, n'hésitez pas, vous m'appelez à la MRC, on est là pour vous accompagner. Si vous avez de la difficulté dans la rédaction aussi, il est possible de déposer les réponses de façon verbale. Vous enregistrez vos réponses. On fait une entrevue et c'est reçu par le jury. Et également, les formulaires existent en langue anglaise. Donc, il n'y a aucun souci si vous voulez déposer votre candidature en anglais. Et la remise des prix, elle devrait se faire quand à peu près? La remise des prix est ciblée pour le 28 novembre. On fait le tour. À chaque année, c'est une ville différente. Et là, on a fini, c'est la 6e édition, on a fait le tour des 5 villes, donc on revient à Chandler et ça va se passer à la salle de spectacle Tony Morrissey à Chandler, le 28 novembre. En même temps, nous allons faire la remise des prix bénévoles forts. Si je me rappelle bien, il y a eu la petite église à Coin-du-Banc qui a reçu les prix Mémoire vivante. Vous avez fait ça aussi à l'église. On l'a fait à la sacristie, on l'a fait à la première édition à l'atelier d'art de Chandler. La deuxième édition, nous avons été au musée de Coin-du-Banc, le musée historique Coin-du-Banc qui est la Petite Chapelle. Ensuite, nous sommes allés à Port-Daniel, nous étions dans la bibliothèque de Port-Daniel. Ensuite, nous sommes allés à la sacristie. Et là, il manque quelle ville? Port-Daniel, Chandler. Port-Daniel, Chandler. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais on se promène vraiment, puis on essaie toujours d'aller dans des lieux justement culturels et différents. OK. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Absolument, absolument. Donc, j'invite vraiment les gens, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises idées, tous les dossiers sont recevables. Les dossiers sont analysés par un jury anonyme, composé de citoyens qui aiment la culture et le patrimoine. Un citoyen par municipalité est nommé c'est un jury anonyme, puis il n'y a pas de favoritisme et on souhaite la bonne chance à tout le monde. Francis Dumont, merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation.
Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Le Rock Gym CDC et la Table nationale des corporations de développement communautaire tirent la sonnette d'alarme face au désengagement du gouvernement du Québec. Comment ce désinvestissement fragilise-t-il les efforts de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Gaspésie et aux îles de la Madeleine? Geneviève Giguère, coordonnatrice générale, nous en parle. Je m'appelle Marilyn Audet, je suis directrice générale de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Aujourd'hui, on est réunis à l'Assemblée nationale pour lancer un cri du cœur au gouvernement. Il est urgent d'investir dans le filet social. Le Québec est KO, le Québec est à terre. Il faut relever le Québec ensemble. C'est urgent d'agir dès la mise à jour économique. Le Québec est KO! Le Québec est KO! Yannick Huet et je viens de Huntington. Je suis Rosemary de Québec. Diego Scalzo, CDC, Val-Saint-François. Yolande de Sherbrooke. Diana de Montréal. Rémi Pelletier de Beauharnois. Chantal de Sorel. Je suis Midwin de Trois-Rivières. Alexandra Heinz, je viens de Victoriaville. Cette action la théâtrale de tomber KO sur la colline parlementaire, c'est quand même un message qui est assez fort. Ça représente, est-ce que ça représente la réalité de ce qui se vit aujourd'hui au niveau des organismes? On se parle, toi et moi, déjà depuis quelques temps, là, où on a l'impression que la situation ne s'arrange pas. Est-ce que c'est encore de pire en pire, toujours? Oui, j'aurais envie de dire que c'est de mieux en mieux, mais je peux pas dire ça. C'est de pire en pire. Puis là, ben, les enjeux se multiplient, là. Il y a un enjeu de crise du logement, il y a un enjeu d'accès aux garderies, l'inflation est un enjeu, l'augmentation du coût de la vie en est un. Ça a des impacts sur tous les groupes communautaires. Quand une personne n'est pas capable de se loger dans son milieu, ou bien qu'elle donne tous ses sous au logement, ben ça a un impact sur les comptoirs en sécurité alimentaire et ça va finir par avoir un impact sur les groupes qui soutiennent les gens qui ont des fragilités au niveau de leur santé mentale. Quand tu te demandes comment répondre à tes besoins de base, ben c'est sûr que ça renforce pas la personne et ça contribue pas à l'aider à contribuer justement à sa société, à son milieu. Donc oui, je trouve que ça se rend pire. OK. Puis malgré qu'on fasse, comme on vient de le voir dans cette vidéo, malgré qu'on fasse des actions de même qui soient aussi visibles pour le public, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le gouvernement réagisse à ça? J'ai l'impression qu'il va falloir une grosse campagne d'éducation populaire, mais on est bon là-dedans, groupe communautaire, on va finir par y arriver. C'est comme si c'est très préoccupant, là. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour qu'on sorte de là-dedans? Là, c'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance globale, ou en tout cas de nos gouvernements depuis quelques années, de l'enjeu de la dignité humaine. Il n'y a pas de connaissance des effets de la pauvreté. Il n'y a pas de connaissance de l'impact, de l'importance d'agir en prévention et de soutenir le tissu social. On soutient le tissu social, mais par petits bouts. Il y a une crise qui arrive dans un milieu, on le finance. Il y a une autre crise qui arrive dans un autre milieu, on le finance. Mais il faudrait agir avant que la crise elle arrive. Il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'événements
traumatique, mettons, pour les personnes. Puis ça, mais c'est comme si politiquement, on n'est pas, puis collectivement non, aussi, on n'est pas prêt à assumer ça. Alors, c'est comme si on gaspillait de l'argent. C'est sûr que la prévention, c'était peurant parce que c'est un non-événement. Hein, on s'organise pour que ça arrive pas. Mais là, avec tous les enjeux auxquels on fait face, avec les enjeux de dignité humaine, puis de méconnaissance, quand on voit la ministre Rouleau dire que une personne, si on coupe l'aide sociale à des personnes qui ont des contraintes temporaires à l'emploi, ça va les motiver à intégrer le marché de l'emploi. C'est un petit peu préoccupant parce que ça démontre, tant qu'à moi, la méconnaissance. Si une personne est atteinte dans sa dignité et dans sa capacité de répondre à ses besoins de base, elle a beau avoir toute la motivation du monde, elle trouve pas qu'elle vaut la peine parce qu'elle a de la misère à manger. Fait qu'il faut soutenir ça en premier, puis là, ben, c'est pas ça qu'on fait. Est-ce que ça serait comme réviser carrément le concept qu'on a de vivre en société? Parce que à t'entendre, j'ai l'impression que le fait qu'on soit peut-être soit trop parti dans l'individualisme, on n'a plus trop conscience de ce qui se passe chez le voisin. En même temps, on est moins connecté en tant que communauté, peut-être. Alors, tu parles de prévention parce que ça me parle de ça. Puis tu mentionnais que le filet social du Québec, c'est comme effrité là, dans le communiqué là, ces 20 dernières années. Comment t'expliques ça, justement? Il y a peut-être la montée de l'individualisme, là, comme tu dis, peut-être, là, on réfléchit ensemble, là, toi puis moi, là. La montée de l'individualisme, mais il y a eu la pandémie, puis au sortir de la pandémie, on dirait qu'il y avait des tendances qui ont pris forme plus, puis beaucoup dans l'individualisme, puis on veut beaucoup en avoir pour notre argent. On paye beaucoup d'impôts au Québec, c'est vrai, puis on va en avoir pour notre argent. Puis, mais ça fait que finalement, ça nous coûte tout le temps plus cher. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qui se passe qu'on a de la misère à s'offrir des services de santé, des services de prévention qui ont de l'allure? Comment ça qu'on a besoin d'avoir des fondations privées pour les hôpitaux puis pour nos écoles alors qu'on paye de l'impôt vraiment beaucoup? On devrait avoir assez d'argent pour se payer tout ça. C'est comme si on laisse tout aller en décrépitude, puis après ça, ben on reconstruit tout. Il y a quelque chose avec notre fierté puis notre dignité là, collective, là, puis pas avoir peur d'investir des fonds dans des choses, dans les groupes communautaires, dans nos infrastructures publiques, dans nos services publics. C'est pas du gaspillage, c'est des investissements. Fait que je m'en allais où avec ça, là? La prévention, c'est pire en pire. Ouais. Pourquoi le filet social, il s'est effrité de même, mais dans le fond, on va essayer de comprendre un peu. Ça n'a pas l'air de s'améliorer avec le temps, mais on dirait que, comme tu dis, peut-être c'est ça. On court après de ramasser les miettes, on dirait qu'on essaie de... Ramasser les miettes, puis on court après la rentabilité. On veut en avoir pour notre argent. Ben oui, on veut en avoir pour notre argent. Il faudra essayer de réfléchir les services publics autrement qu'avec un coût dépenses-bénéfices. Là, c'est toute la société qui en bénéficie. Puis quand ton voisin va bien, ben ça fait qu'il contribue à ton filet social, puis qui contribue à la créativité de ton milieu, au développement de ton milieu, etc. Donc ça vaut la peine d'investir là-dedans, même si ça paraît pas. Et du coup, alors, cette campagne que le Québec est KO, est-ce que j'imagine que tu nous la partages parce que le Rock Gym adhère à ce mouvement qui est le TNCDC, je crois, avec ses partenaires là, pour aller de l'avant et être supporté dans mon Dieu, j'ai oublié le mot, mais dans cette initiative, quoi. Ben oui. En fait, la TNCDC, c'est la Table nationale des corporations de développement communautaire. Il y a quelques années, on a obtenu l'accréditation comme CDC et donc c'est une de nos organisations nationales. Et oui, on trouve que cette campagne-là arrive à point. Cette campagne-là nous interpelle beaucoup parce qu'on la sent, la crise sociale aussi en Gaspésie et aux îles. On adhère aussi à ça parce que, comme la vidéo le démontre, hein, toutes les CDC du Québec adhèrent à cette campagne-là, puis espèrent renforcer le filet social. On espère que dans la prochaine mise à jour économique là, qui va avoir lieu cet automne, normalement au mois de novembre, qu'on puisse penser à renforcer nos services publics, à renforcer les groupes communautaires, à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit.
Donc, on vise ça. Puis ensuite, ben, cette campagne-là va continuer dans différents moments clés au cours des prochaines années. Puis, ben, c'est aussi, on dit que le Québec est KO, puis effectivement, là, on le constate, mais on souhaite passer d'un Québec KO à un Québec OK. Donc, pour ça, on dit qu'il faut vraiment avoir des mesures structurantes, puis qui protègent, par exemple, là, les coûts des logements de la spéculation immobilière. Il faut vraiment mettre en place des mesures qui vont assurer le plus d'équité possible entre les personnes qui habitent le territoire du Québec. Puis pour terminer, j'aurais une question. D'habitude, je pose la question inverse, mais là, en t'écoutant, je me dis, je vais essayer parce que pour voir comment ça peut résonner pour les gens qui nous écoutent. Souvent, on demande, bah, ça serait quoi alors l'idéal? Qu'est-ce qu'on attend? Tout ça, bah oui, on comprend qu'il faudrait plus d'argent, tout ça. Mais je voulais te demander à quoi ça pourrait ressembler un monde où justement, ça serait encore pire que ça, où le gouvernement n'aide pas, parce que j'imagine qu'en tant qu'un individu qui, admettons, n'a même plus d'argent pour s'acheter de quoi manger, en Gaspésie, admettons, je sais pas, alors on peut quand même, admettons qu'il n'y ait même plus d'organisme pour le soutenir, le gouvernement ne peut pas non plus le laisser mourir de faim, sinon on serait arrivé à une fin. Mais même à ça, quand il n'y a plus personne pour supporter, à quoi ça peut ressembler un monde de même? Là, ce serait quand même bizarre. C'est un monde désorganisé. C'est un monde où, imaginons, on a faim. Tout le monde a faim. En même temps, à la même place, il reste un pain. On s'organise pour avoir le pain. C'est le chaos. Donc, quand on dit que s'occuper de la dignité de la personne et s'occuper de répondre aux besoins de base des gens, c'est aussi contribuer à une société qui se chicane pas à temps plein, qui est pas toujours en train de vouloir tirer les bénéfices de son bord, mais les bénéfices, on s'entend, c'est sa survie. Donc là, quand on lutte pour notre survie, et on est prêt à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire si nos besoins de base sont satisfaits. Et ça fait aussi des problèmes de santé mentale beaucoup plus grands, ça fait beaucoup plus de détresse sociale, ça fait beaucoup plus de maladies physiques aussi. Veux pas, si tu te nourris pas bien, que t'es en état de survie tout le temps, ben ça fait que tes organes, ton corps finit par réagir à ça, et c'est souvent par la maladie. Donc ça va nous coûter plus cher. Ça veut dire que t'es pas disponible pour aller à l'école. Ça veut dire que l'esprit critique des gens et la contribution des gens à une société devient de plus en plus réduite parce que t'es juste pas disponible pour y contribuer. Ça veut dire aussi beaucoup de la violence, la toxicomanie, la détresse. Ça veut dire ça, ne pas investir. Puis là, c'est ça qui nous inquiète. Puis c'est pour ça qu'on disait qu'on voyait les problèmes s'accentuer. Mais là, on est vraiment dans une crise sociale, là. Puis les gens de plus en plus de gens sont en état de survie, puis sont en hyper-vigilance pour répondre à leurs besoins de base. C'est pas normal, on veut pas ça. Puis il faut qu'on sorte de là-dedans, puis vite. Puis moi, j'aimerais mieux dire que ça continue d'augmenter plutôt qu'on est dans une crise sociale. Mais j'aimerais encore mieux dire que on a été KO, puis on s'est relevé collectivement. On va passer de KO à OK. Les groupes communautaires sont là pour contribuer. Et le réseau public de la santé, des services sociaux et le réseau public tout court est rempli de monde qui veulent contribuer. Donc, ces gens-là, offrons-leur les moyens de le faire. Oui, parce que c'est comme si le gouvernement il se tire une balle dans le pied, parce que rendu à une société qui n'a plus rien à perdre, parce que justement on est en mode survie, ça s'est passé en Grèce il y a quelques années, c'est la révolte, c'est un chaos, ça s'organise pour pouvoir répondre à ses besoins, mais ça fait que ça chasse les gouvernements en place. Enfin bref, c'est pas comme positif non plus, donc. Non, on aimerait ça construire quelque chose, puis justement, peut-être que l'image de la Grèce est très bonne. S'il faut que ça pète jusque-là, ça sera pas le fun. Puis on voit aussi que la polarisation des idées aussi s'accentue. Là, faut qu'on établir un dialogue social. C'est rendu, le défi est là. Le défi était déjà là, mais là, avec la polarisation des idées, c'est un petit peu pire, je dirais. C'est un petit peu plus difficile. Pour maintenir ce dialogue social-là, faut maintenir le dialogue social. Quand tu parles, juste pour préciser, la polarisation des idées, ce serait qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, je veux dire, tout ce qu'on voit, là, je veux dire, la droite et la gauche, là, tu sais, j'ai pas d'exemple, mettons, concret parmi les groupes communautaires, là, ça va quand même assez bien, là, avec nous, puis avec nos partenaires, puis même ici dans la région avec nos élus. Mais tu sais, quand on parle quand on parle, mettons, de la montée de la droite, juste l'accueil des personnes immigrantes, comment ça peut créer des conversations qui sont délicates alors qu'on devrait pouvoir en parler librement, puis s'accueillir là-dedans et essayer de trouver la meilleure affaire pour tout le monde. LGBTQ+ aussi, là, je veux dire, c'est pas... Puis les réseaux sociaux qui amplifient, là, j'apprends rien à personne en disant que on voit des insultes là, sur les réseaux sociaux qu'on n'ose pas faire en personne, là. Donc ça, c'est une réalité qui existe puis qu'il faut prendre en considération quand on veut tisser un tissu social fort au Québec et en Gaspésie et aux îles. Ben, merci encore pour ton temps, Geneviève. Ben, merci encore à toi, Marc. J'espère qu'on se reverra pour parler de hockey, pas de chaos. Ce serait le fun, hein? J'aimerais ça aussi. J'aimerais vraiment ça. Ben oui. J'aimerais ça. En fait, là, ce que j'aimerais, puis là, de ce temps-là, j'essaie de me dire, c'est quoi, moi, mon 100% dans la vie, là? Tu sais, puis par rapport à cette affaire-là, je me dis, moi, mon 100%, c'est que le service public et que le réseau milieu communautaire, le milieu de la santé, l'éducation, les services sociaux soient financés à 100% de leurs besoins. Et puis, je suis certaine, tu sais, si on avait le courage de faire ça, que c'est à partir de ce moment-là où on verrait les besoins descendre. Parce que là, les besoins seraient répondus. Fait qu'il y en aurait de moins en moins, c'est sûr qu'il y en aurait de moins en moins. Mais c'est ça, il faut un beau courage, puis beaucoup d'honnêteté de la part de tout le monde aussi pour pas non plus abuser des fonds publics, ces choses-là, tu sais, c'est important d'honorer nos fonds publics. Mais si on pouvait tout se donner le moyen de répondre aux besoins, je suis persuadée qu'on verrait les besoins descendre. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Le gouvernement du Québec a récemment lancé le Plan national de l'eau, visant à renforcer la protection, la restauration et la valorisation des ressources en eau, avec un investissement de 500 millions de dollars. Le plan, élaboré en collaboration avec divers partenaires, comprend 7 orientations principales, telles que l'assurance d'une eau de qualité, la protection des milieux aquatiques et la promotion d'une gestion durable. Ce projet ambitieux, soutenu par le Forum d'action sur l'eau, vise à préserver les ressources pour les générations futures, comme l'a souligné le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Le Parc national de Miguacha explore une nouvelle voie de développement en paléobotanisme, en complément à l'étude des fossiles de poissons. Olivier Maton, responsable de la conservation, mentionne l'intérêt de la paléobotaniste américaine, Patricia Jensel, pour les plantes fossilisées du Dévonien, présentes dans la falaise du parc. Jensel, ayant publié plus de 80 articles scientifiques, pourrait collaborer avec le parc, ce qui offrirait davantage de visibilité. Cette orientation a déjà mené à la découverte en septembre d'un nouveau fossile de plante, qui pourrait enrichir l'exposition du parc. Une équipe de l'UQAR, dirigée par les professeurs Gwenaël Chailloux et Thomas Buffin-Bélanger, lance un projet de recherche de plus de 2 millions de dollars pour étudier la qualité des eaux souterraines en Gaspésie et dans la MRC de la Matapédia. Financé par le Plan national de l'eau, le projet cartographiera les aquifères régionaux et analysera la quantité, la qualité et la vulnérabilité de cette ressource, particulièrement en zone côtière. Les travaux, prévus jusqu'en 2028, concernent plus de 50% de la population locale dépendant des eaux souterraines,
et couvriront un territoire de 9400 km². La démolition de l'ancien centre de service du ministère des Transports, à Gaspé, a été inspectée par la CNESST, qui a émis un avis de correction au maître d'œuvre, démolition des rivières. L'entreprise doit revoir ses procédures pour mieux gérer les risques liés à la présence de plomb et d'amiante. Des préoccupations concernant l'insuffisance des clôtures de confinement des poussières ont été soulevées, d'autant plus que des écoles et un centre de la petite enfance sont à proximité. Un suivi de l'inspectrice est prévu pour assurer la mise en place des correctifs. Le projet de démolition coûte 876 000 $. Un stratagème de falsification de données aurait provoqué des congédiements et suspensions chez LM Wind Power à Gaspé. L'enquête, menée par GE Vernova, révèle que des employés auraient été incités par la direction à falsifier les données de contrôle de qualité, compromettant ainsi l'intégrité des pales de 107 mètres produites pour des parcs marins. La production, axée sur la quantité au détriment de la qualité, a soulevé des inquiétudes sur l'ensemble de la fabrication. Les pertes financières sont estimées en millions, affectant également la réputation internationale de l'usine. LM Wind Power n'a pas encore réagi publiquement. Daniel Leboeuf a été élu maire de Percé lors de l'élection partielle suivant la démission de Cathy Poirier en juillet dernier. Il a obtenu 49,5% des voix, devançant Olivier Lafontaine, 34,2%, tandis que Linton Couture et Alexandre Vibert d'Arèche ont recueilli respectivement 8,52% et 7,69%. Leboeuf entamera un mandat d'1 an, jusqu'à l'élection générale de 2025. Il prévoit étudier le nouveau rôle d'évaluation, élaborer un budget et entamer des négociations syndicales pour apaiser le climat tendu avec les employés municipaux. Il espère rétablir l'harmonie et recruter le personnel parti. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.